אחשוורוש, המולך, הודו ותחוש שבה בעשרים המדינה. Donc, c'était à l'époque de Achashverosh. Où Achashverosh? C'est le fameux Achashverosh, à Moler, qui règne. Houdou ותחוש שבה בעשרים מהמדינה, 127 מדינות. Donc, c'est la présentation du personnage. Bon, c'est-à-dire, la question un peu qu'on a sur le Passouk, c'est, on dit où Achashverosh, quoi. Al-Pipchat, ça veut dire le fameux Achashverosh, quoi. C'est-à-dire qu'à dire, il y a eu plusieurs Achashverosh, quoi. C'est aussi une question qu'on se pose souvent, c'est la différence entre la façon dont on le présente dans la Megillah et la façon dont on le présente dans la Gemara. Si on lit, Ah oui? si on lit la Megillah, bon, il a pas l'air méchant, il n'a pas l'air comme ça, alors que quand on est dans la Gemara, c'est le dernier des rachats, quoi. Ouais. Alors, où on voit sa méchanceté dans la Megillah, dans le Pshat, où on voit, soit les preuves que c'est un pourri, Ben, on ne le voit pas tellement, justement. on voit, c'est ça le jeu de société. Où est-ce qu'on voit que c'est un pourri? Bon. Ben, quand il laisse faire Aman, Quand il quoi? quand il laisse faire Aman, Ouais, mais plus précisément, ça vous dit rien? On voit que le roi, il n'était pas manipulé, mais il, il était investi dans sa politique antisémite. il accepte de ne pas se faire payer. Comment? Quand il accepte de ne pas recevoir d'argent. Voilà, très bien. Parashat HaKesef. Ce qu'on appelle Parashat HaKesef. Ouais. Donc, ça, c'est. On voit en soi que c'est pas Stam. Il n'était pas au courant, il était dans son harem, s'en fiche de tout. Non, c'est pas le cas. On voit qu'il était prêt, Aman, à payer les frais occasionnés par ce décret. Et Achashverosh dit non, 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 non. C'est ma tournée. Voilà. Voilà. C'est. Voilà. Donc il est marqué Vayomer Amelech le Haman, Akesef Natun Lach, V'Ha'am Lasot Boketov Be'enecha. Donc c'est donc email Yudalev. Ouais, donc il a proposé Haman Imal Amelech Tov, Ikatev le Abedam. Si le roi, si c'est bon jeu du roi, qu'il soit écrit, qu'il soit anéanti, va seret alafim kikar kesef. Eshkol et Deosa Melacha, la vie el Gimza Melech. Et je lui donner 10 000 kikar kesef pour mettre dans le trésor du roi. Et le roi, il a donné sa bague, il a donné un man. En plus, ici, il est écrit Vayasar Ameler Atabato Meleado, Vatena le Aman Ben Amedata à Agagi, Sorer Ayehudim. Pourquoi c'est précisé? On sait très bien c'est qui Aman. Hein. C'est-à-dire, Aman, le fameux ennemi des Juifs,
Le roi savait que c'était à lui qu'il a donné la bague, quoi. Parce que quand on présente, quand Aman il présente son projet, hein, on a l'impression qu'on ne sait pas de qui il s'agit. ויאמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים. Il présente un peuple sans vraiment le préciser de qui il s'agissait. Paul Medinat Malchutecha, ouais, ils sont mefouzar, éparpillés, mefourad, séparés des nations, ouais, des peuples. Bechol Medinot Malchutecha, dans toutes les provinces de ton empire, de ta monarchie, ton royaume. Vedatehem Shonot, et leur religion est différente de tout peuple. Ve'ed date ameler enam osim, ou la meler en shovel anecham. Et ils font pas les lois du roi, ça vaut pas pour le coup ça vaut pas le coup pour le roi de les garder. Im la meler tov, ikatev le abedam, et s'il est bon aux yeux du roi qu'on écrive de les faire disparaître, et les 10 000 pièces d'argent, ouais, vont être pris par les fonctionnaires qui vont réaliser donc, le décret afin d'être amenés dans, dans le trésor royal. Et alors, donc, dans la présentation de la Xéra, Aman ne précise pas qu'on parle du Ham Israël. Il parle d'un peuple comme ça. Alors, c'est bien qu'il y ait écrit, quand maintenant Achashverosh donne sa bague à Aman, il y a marqué Tsorer Ayudim. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pourquoi c'est précisé Tsorer Ayudim? C'est-à-dire que le roi, hein, il fait genre, il ne sait pas de qui il s'agit, mais il sait très bien de qui il s'agissait, quoi. Il y a une certaine forme d'hypocrisie, quoi. Il a donné le plein pouvoir à cet homme-là connu comme étant l'ennemi numéro un des Juifs. Donc, le roi pouvait très bien imaginer vers qui Aman avait des visées d'extermination. Non, vous me suivez ou pas? Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire quand même un peu? Mhm. Il y a eu un événement qui a fait que Aman il puisse dire ça, il puisse dire qu'il y a un peuple voilà, qui va contre le royaume, Ouais, contre les alors c'est lois quoi du royaume. l'événement? Je sais pas, à part Mordechai qui veut pas C'était se l'événement. prosterner devant lui, je ne sais pas. C'est pas? Bah, par rapport à Aman, oui, mais par rapport au royaume, est-ce que Sois plus clair, Jonathan, je ne comprends pas très bien ta question. je veux dire, Mordechai, bon, ça vaut, c'était le Gdolador, d'accord. Donc il représentait la communauté. Bon, Ouais. c'est ça. Donc, Continue, pour l'instant, je ne vois pas où tu veux en venir. non, j'essaie Vas-y, de. continue. Je réfléchis en même temps que vous. C'est ça la raison, quoi. En fait, c'est ça la raison. Bah, dans le récit de la Megillah, ça a l'air, quoi. Ouais. Puisque, on va relire, puisque je vois que. Oui, oui, mais en quoi Arachverosh est concerné par ça? C'est ça la question. C'est juste Ah pour faire non, plaisir à Aman, c'est tout? chacun ses C'est un problèmes. zigzoug Non, de la chacun ses Malchoute. problèmes. Non, Pardon? chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes. C'est-à-dire, Aman, il a craqué. On voit ici. Ça, on le comprend. Non, chacun ses problèmes, quoi.
quand maintenant Aman il propose à Achashverosh de se débarrasser des Juifs, ce qui a poussé Aman à le faire, c'est parce qu'il a trouvé insupportable le comportement de Mordechai. Et on verra exactement à peu près. C'est quoi le problème dans le comportement de Mordechai qui a poussé Aman à ne pas se débarrasser uniquement de Mordechai, mais de tout le Ham Israël. Ouais, parce que c'est une là. Mais en tout cas, Achashverosh, Aman, il a donné des arguments pour rallier Achashverosh à sa cause, quoi. C'est-à-dire que Achashverosh, lui, il veut soumettre tout son empire et un petit peu les assimiler, même à faire un peuple un peu uni et soumis sous sa couronne. Et comment il présente les Juifs, c'est l'ennemi numéro un pour lui. C'est-à-dire, pour Aman, il avait un problème particulier avec les Juifs, et Achashverosh, il avait un autre problème avec les Juifs. C'est-à-dire, les arguments qu'on donnait Aman pour rallier Achashverosh à sa cause n'étaient pas mal choisis, quoi, bien au contraire. C'est un peuple, méphorade, méfouzard, ils sont partout, mais ils suivent pas ils sont pas comme les autres et ils font pas la volonté du roi. Et pourtant, on voit au début qu'ils ne se sont pas singularisés, ils ont été au festin comme tout le monde, Ah ouais, où c'est écrit ça? tout au début. Ah ouais, Non? j'ai pas vu. Je sais pas. J'ai pas vu. On va voir où c'est écrit, je sais pas, j'ai pas vu ça. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Pas de la Megillah? Ah, peut-être la Megillah ou de la Gemara, mais j'ai justement que. Ah, la Gemara, בסדר, la Gemara. בסדר. Bien. Disons qu'à votre question, j'ai des réponses, mais avant tout, comme je vais essayer de vous enseigner depuis quelques années, c'est-à-dire quand maintenant la Gemara nous dit quelque chose qui n'est pas écrit dans la Megillah, c'est-à-dire, est-ce que maintenant ça veut dire que c'est tellement fondamental cet enseignement de la Gemara ou pas? Si c'est tellement fondamental, pourquoi la Megillah n'en parle pas, quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu des Juifs qui l'ont fait, ouais. Est-ce que tous les Juifs l'ont fait? Je ne sais pas. C'est-à-dire, d'ailleurs, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont voulu répondre à Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a raison pourquoi il a Xéra, parce qu'il n'est nous, mais à Séouda, chez la Rajverosh et tout, ils ont profité de la Séouda. Il a répondu, Rabbi Shimon Bar Yochai, dit d'accord, ça c'est les Juifs de Suse, mais dans tout l'Empire, il n'y a aucun Juif qui est venu participer au Michté de toute façon. Donc, le décret d'extermination contre tous les Juifs, c'est-à-dire, c'est une chose, et que maintenant, il y a des faillots à Shushan, ouais, n'ont pas eu le courage de se distinguer, étant vus et observés par la cour royale résidant dans la capitale, puisqu'ils étaient dans la capitale, c'est juifs. Bon, d'accord, mais c'est pas forcément rassurant pour l'ensemble du peuple juif, quoi. Que dit, bon, eux, peut-être, mais bon. Bon, en tout cas, quand on voit le Michté, ouais, je sais pas où on voit que les Juifs ils ont participé. Non. C'était pas dans une cour intérieure, là? Il n'était pas dans une cour. Comment tu dis? Il n'est pas marqué dans la Megillah qu'ils étaient dans une cour intérieure, les Juifs, lors du Michté? Tu parles de la Gemara ou tu parles de la Megillat Esther? Je croyais. Je sais pas. Tu parles de ce qui est écrit dans la Megillat Esther ou tu parles dans ce que Chazal, ils font des drachot? Ah. Je n'ai pas relu la Megillah. Bah, viens, on la relit, comme ça on se fait une idée de ce qui est écrit déjà. C'est toujours important de faire la distinction entre ce que la Megillah dit et ce que Chazal dit. Parce que même si Chazal c'est Kadosh, Kodashim Emet, mais c'est pas la Megillat Esther. Et quand c'est Chazal, alors ça peut être, il peut y avoir une marloquette dans les Midrashim. Ouais. Donc c'est pas. La base de la Megillat Esther, c'est écrit. Après, Chazal, il y a des marloquettes. Et puis même s'il n'y a pas de marloquette, et ben pourquoi Bémet, c'est pas écrit dans la Megillah? Pourquoi c'est un niveau supplémentaire qui n'est pas le pshat? Est-ce que Bémet, est-ce que c'est figuré? Est-ce que maintenant c'est imagé? Qu'est-ce que Chachamim vient nous apprendre en nous dévoilant ça, puisque la Megillah ne l'a pas dévoilé? Donc, comme vous savez, c'est un enseignement qui est même du
du texte ou qui émane des Chazal, c'est pas que c'est moins vrai, c'est que c'est pas le même enjeu d'enseignement, c'est pas le même type d'enseignement. Alors, Vaï bimé Achashverosh, donc on a vu ce premier passouk, même que shevet hamelech Achashverosh al kiseh malchuto asher beshushan habira. Donc, alors qu'il était établi, shevet hamelech Achashverosh al kiseh malchuto, alors qu'il était en train de s'installer, ouais, que shevet hamelech Achashverosh al kiseh malchuto sur son trône royal, asher beshushan habira. Beshnat shalosh le molcho, asa mishte lechol sara vavadav chel paras umadai apartemim vesare amedinot lefanav. Donc il y a donc une présentation du personnage, ouais. C'est le fameux Achashverosh Amalek. Amalek, ils expliquent les Mefarshim, c'est qui est en train d'établir son pouvoir monarchique. Quelque chose de Amalek, c'est qui est en train, quoi. C'est-à-dire, on voit que tout l'enjeu de Achashverosh, tel qu'il est présenté dans la Megillah, c'est un homme qui a soifé d'obéissance de l'ensemble des sujets de son royaume. À Molech, il est en train d'établir sa monarchie, mais au douvat de couche. Et alors qu'il est en train de s'établir sur son trône, ouais. Donc ça y est, Kaniri, il a dû arrêter les guerres. Il commence à jouir de son accession, ouais, comment dirais-je, de sa position de roi sur un empire immense. Il est en train de mettre en place l'après-conquête, l'après-putsch, je ne sais pas exactement si c'est un héritier ou si c'est d'après le Pshat, ouais. Alors, dans cet état d'esprit de monarque qui essaye d'établir son pouvoir tout-puissant sur ces sujets, alors la 3e année de son règne, donc c'est une chazaka, le règne commence à être vraiment solidement établi, Asa Mishte, Lechol Sara Va'avadav, Chel Paras Umadai Apartemim Vesare Medinot Lefanav. Donc il fait un Mishte, pardon, pour les gens du pouvoir. Asa Mishte Lechol Sara Va'avadav, Avadav, ce n'est pas des Avadim tels qu'on pourrait l'entendre, c'est Avadim, c'est-à-dire c'est serviteurs, quoi. Ceux qui sont attachés au pouvoir. On ne parle pas de citoyens ici, on parle d'Avadim, c'est ses serviteurs, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le premier Mishté, il n'y a pas de juifs dans ce Mishté, d'accord? Pas particulièrement des juifs. Peut-être il y a Mordechai, je ne sais pas, pas particulièrement des juifs. Ouais. C'est Mordechai, Chazal nous dit qu'il n'a pas participé, etc. Mais en tant qu'homme politique, ouais, il a été invité. C'était l'armée, les nobles qui étaient réunis à ce premier Mishté. Et on peut imaginer, pardon, la raison pour laquelle il a fait ce Mishté-là, quoi. Hein, qu'ils ont pensé. Pourquoi il a fait ce Mishté-là? Il a fait un calcul, c'est ça? Il a calculé. Comment? Il a fait un calcul que normalement les Juifs devaient sortir au bout de 70 ans, la prophétie de Yirmiyahu. Qui devrait... Ah, c'est pas écrit, oui. D'après le Pshat, c'est quoi d'après toi? Ah, Megillah, D'après le Pshat. T'as attendu 3 ans. Moi, je dirais que c'est bien établi dans son cas. Comment? d'après le Pshat, Il a attendu 3 ans. or ce qu'on a dit avant pour asseoir son pouvoir. Voilà, Pour tout à contribuer fait. à asseoir son pouvoir. Tout à fait. Ça veut dire qu'il n'a pas fait avant. Oui, il n'a pas fait avant, parce qu'avant, il était en guerre. D'accord. Donc ça veut dire, au lieu de faire
La première année où il est monté au pouvoir, eh ben, ça lui a pris 3 ans pour bien s'installer dans son pouvoir. Nachon, tout à fait. Nachon, le Ben Ezra, il dit comme ça. Ben Ezra, il dit Zé leot ki shte shanim nilcham. C'est une preuve qu'il a combattu 2 ans. De là, on voit qu'il n'est pas le fils d'un roi, quoi. C'est possible, hein. Mais ce n'est pas une preuve. Ce qu'on peut dire, c'est le fils d'un roi, mais il a agrandi son empire En aussi. général, le fils d'un roi, il reçoit le royaume sur un plateau. Là, il T'as a dû entendu ce que j'ai dit, Rabbi Shimon? Qu'est-ce que tu as dit? Que ce n'est pas une preuve, parce qu'on voit ici qu'il a 127 provinces. C'est possible qu'il avait un pays et il a agrandi l'empire. Et donc, il a dû se battre pour agrandir son empire. Comme on a vu dans l'histoire de beaucoup de rois, qu'ils ont reçu un certain territoire, comme Charlemagne, par exemple. Ouais. Et il a grandement agrandi donc, dans sa vie. Il a beaucoup combattu Charlemagne, alors qu'il avait reçu d'héritage de son père, ouais, une certaine partie de la France et de l'Allemagne. D'accord. Mais il a grandi son pouvoir. Je ne connais pas Charlemagne, mais je connais pas Charlemagne, mais si on voit, je t'explique, je te donne un David exemple. Ameller et Shlomo Ameller. Je te donne un exemple que c'est pas parce qu'il y a des guerres que tu as fait un putsch. Des guerres, c'est aussi pour agrandir ton empire. Tu n'as pas de preuve. Parce que c'est un roi goy. Tu n'as pas de preuve parce qu'il y a des guerres qu'il n'a pas reçu, ouais, le pouvoir de manière héréditaire. Les guerres peuvent également être, comment dirais-je, présentes pour agrandir le territoire qui a été reçu de manière héréditaire. Donc, il n'y a pas de preuve qu'il n'a pas reçu le pouvoir de manière héréditaire parce qu'il a fait des guerres. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est faux ce que tu dis, mais preuve, il n'y a pas. On peut interpréter différemment. Oui, mais pas 50%, 50%. Je ne sais pas, il n'y a pas de preuve. D'où tu sais, je ne sais pas. Parce que je dis, tu vois, David Alexandre le Grand, lui, il a reçu, ouais, de son père Philippe la Macédoine, d'accord. Et il a augmenté peut-être de 300% le territoire, si ce n'est pas de 1000%, puisqu'il est venu conquérir la Grèce, qui était complètement différent de la Macédoine. Il est venu conquérir l'Égypte, il est venu conquérir le Moyen-Orient, il est venu conquérir une partie de l'Inde. Ouais. Donc, et pourtant, c'est l'héritier de Philippe. Donc ça lui a pris 3 ans. Alexandre le Grand, ça lui a pris 3 ans pour finir de conquérir tout son empire. C'était très rapide, ouais. Parce qu'il est mort à 33 ans, Alexandre le Grand, et il est arrivé au pouvoir à 18 ans. Donc c'était vraiment. Où c'est écrit qu'il est mort à 33 ans? Ouais, c'est dans Wikipédia. C'est pas écrit dans la Megillat Esther, mais comme ça, ils disent des historiens. Mais Mazé Méchané, Shimon, je n'ai pas compris. Tu cherches quoi? C'est possible d'agrandir son territoire rapidement. Napoléon, ouais, il a agrandi son territoire en 3 ans. Ouais. Il y avait la France, et puis il a inclus la Prusse, et il a inclus l'Autriche, il a inclus l'Italie, il a inclus l'Égypte, il a inclus la Pologne, il a inclus, oui, l'Espagne, oui, en 3 ans. Ouais. De 1803 à 1805. Ouais. C'est possible, quoi. Je veux juste dire qu'il n'y a pas de preuve, Shimon. Je ne dis pas que c'est faux. J'ai dit, si maintenant on veut être rigoureux, ce n'est pas parce qu'il a fait des guerres qu'il n'a pas reçu son pouvoir de manière héréditaire. Mais je n'ai pas dit que c'est faux ce que tu dis. De là, tu n'as pas une preuve, c'est tout. Non, le fait qu'il fait ça après 3 ans, ça montre qu'il n'a pas reçu ça depuis le début, quoi. Depuis qu'il est monté au pouvoir. Je viens de te montrer par Alexandre le Grand, par Napoléon, qu'on peut recevoir, bon Napoléon c'est différent, mais on peut recevoir comment dirais-je, un pouvoir de manière héréditaire et malgré tout se battre avant de faire une fête qui va célébrer, comment dire, j'étais un roi, je suis devenu un empereur. D'accord, mais pourquoi ça manque alors dans ce cas-là qu'il ne fait pas une fête le premier jour qu'il est monté sur son pouvoir? Il a reçu héréditaire. Alexandre le Grand a 18 ans. Je suis en train de te répondre. Il est célébré son statut d'empereur et pas de roi. Il est venu célébrer son statut d'empereur et pas uniquement de roi. Et pourquoi la Megillah nous raconterait que seulement que quand il était empereur de 125 provinces et pas héréditaire de son père? Parce que maintenant qu'il a un grand empire et qu'il veut maintenant établir son pouvoir sur l'empire conquis, d'accord? Alors il va faire un michté pour réunir toutes les armées réunies des différents pays conquis, les nobles, les bourgeois, les trucs,
pour le montrer. C'est qui Il n'y a le pas de nouvel problème. empereur? Pour quelle raison, dans ce cas-là, la Megillah ne raconte pas aussi quand il a reçu de son père, qu'il est monté au pouvoir à 18 ans, comme C'est pas Alexandre le intéressant. Grand. C'est pas Pourquoi c'est intéressant. intéressant maintenant? Pourquoi c'est intéressant maintenant? Je sais Pour pas, nous, résume-moi ce que j'essaie de dire. pour nous. Si tu me laisses parler, peut-être ça sera encore plus intéressant. C'est que l'idée que j'essaie d'expliquer cette année, non, je suis en train de faire mon cours, je n'ai pas développé encore. L'idée que j'essaie de vous expliquer, c'est que justement, à Molaire, ce que nous dit le Malbim, le Torah de Bima, Molaire, c'est quelqu'un qui essaie maintenant à tout prix, d'être respecté dans cet empire immense. Ouais. Et c'est sur ce point-là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais déjà arrivé, c'est sur ce point-là que Haman il vient essayer de rallier Achashverosh à sa cause antisémite, puisqu'il y a un peuple qui n'obéit pas à tes lois, et en plus il est différent des autres peuples, il ne vient pas s'assimiler aux autres peuples. Donc tout ton effort décrit dans le premier chapitre de faire un michté pour pouvoir mettre sous ton obédience, ton allégeance tous les peuples et faire un empire uni et homogène, et ben, il y a un peuple qui va à l'encontre de tout cet effort décrit dans le premier chapitre. Maintenant qu'il ait reçu le pouvoir de manière héréditaire ou pas, on s'en fout complètement, parce que par rapport à nous les Juifs, pour qu'on comprenne le décret, l'antisémitisme du roi, que c'est un antisémitisme politique, contrairement à Haman, que c'est un antisémitisme religieux, cet antisémitisme politique a été justifié par le premier Pérec. Alors que si maintenant on dit qu'il a reçu de son père ou pas le pouvoir, il n'y a pas de raison que ça nous intéresse dans l'histoire du décret des Juifs. Il n'y a pas de rapport. Et par contre, qu'on voit que maintenant il cherche à renforcer son pouvoir et que tout le monde l'obéisse, même sa femme et les femmes, etc. On voit tout le développement, toute l'introduction de la Megillah avant qu'on arrive au décret, c'est un roi qui est fou de pouvoir établir son pouvoir sans être remis en question et que tout le monde vient l'écouter. Il a mélangé les Mèdes et les Perses, et il a même mis au pouvoir Haman qui est de Amalek pour encore faire un melting pot que tous les peuples se sentent concernés par ce nouveau pouvoir et viennent s'investir complètement dans ce nouveau pouvoir. Donc la description du début de la Megillah, d'après moi, et certains commentateurs desquels je me suis inspiré, c'est de nous présenter cet homme qui recherche tellement de gouverner cet immense empire que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd les arguments d'Aman qui dit il y a un peuple qui est Méphorad, Méphozar, Vélo, Simdate Amelech. Mais par contre, s'il a reçu le pouvoir de manière héréditaire ou pas, faudrait, je ne dis pas que c'est faux, mais il faudrait justifier l'intérêt de Chazal, de la roi HaKodesh qui a été donnée à Esther et Mordechai pour écrire cette Megillah. Quel intérêt on devrait rentrer dans la biographie de cet homme-là? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que vraiment ça va participer à l'explication de la Megillah? Alors de comprendre c'est quoi son projet politique pour voir par la suite ce qui a fait qu'il a écouté Haman, ça, on peut comprendre que c'est une introduction nécessaire pour comprendre la suite. Tu comprends ce que je veux dire, Shimon? Je comprends très bien, je suis même d'accord avec toi. Parce qu'on a trop tendance à penser qu'Achashverosh, il est un petit peu mollasson, il ne fait rien du tout, alors qu'il est très, très impliqué. Et pourquoi je te dis tout ça, moi? Parce que c'est pas évident de dire qu'il a pris le pouvoir à Al-Pipchat. Al-Pipchat, quand tu regardes un peu les Rishonim, le Even Ezra lui dit, quand il dit ou Achashverosh, au début de la Megillah, ou Achashverosh, c'est le fameux Achashverosh. Alors le Even Ezra il dit Ba'avour chez Avi, Dariavesh Amadai, chez Malach Ababel, Beikeret Malchuto, Aya Kar Shemo, Bekoresh Ratano, besoin une seconde, je crois que ce soit la preuve. Et il te dit, excuse-moi, non, c'est pas très clair d'où il vient. Attends, Kenya Amer.
Non, il ne précise pas. Hein. Il ne précise pas exactement. C'est qui ce Achashverosh? Attends une seconde. Vous avez vu un truc comme ça? Hein, je suis en train de rechercher. Rashi. Ouais, il y a le Seder Olam. Le Seder Olam qui est un Chazal, ouais, qui rapporte un petit peu l'histoire génération après génération. Le Seder Olam, il dit que c'est le deuxième roi d'une dynastie de rois, le Seder Olam. Donc il y a une marloquette, quoi. Est-ce que Bémet, il a pris le pouvoir ou pas? Est-ce qu'il a pris le pouvoir ou pas? Acquis le pouvoir parce qu'il avait trouvé un trésor, je sais plus quoi, non? D'accord. Tu sais pas. Il y a différentes opinions. Je suis juste en train de dire que ce n'est pas évident cette opinion-là. Il y a différentes opinions. Et pourquoi j'aime bien, moi, dire qu'il y a plusieurs opinions? Pour dire que ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas tellement important qu'il ait reçu le pouvoir qu'il n'ait pas reçu le pouvoir. Ce n'est pas ça le sujet. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. C'est que vous reteniez. Hein, que même si vous allez voir des opinions clairement établies, que c'était un parvenu, comme on voit dans la Megillat Esther, dans la Maseret Megillah, que Vashti se moquait de lui, dit mon père, il était roi, ouais, c'était son grand-père, Nebuchadnezzar, et son père c'était Balshazzar, et lui il savait tenir le vin, toi tu ne sais pas tenir le vin, toi tu étais écuyer de mon père. Donc ce que vous dites, c'est écrit dans la Gemara, ouais. Mais on voit ici dans d'autres sources que ce n'est pas quelque part une opinion universelle. Il y a différentes opinions sur la question d'où il vient ce Achashverosh. C'est qui les Apartémim? C'est quoi Apartémim? C'est ceux qui ont des appartements. C'est ceux qui ont des appartements, c'est les gens qui ont les nobles. Les nobles, les gens, les bien-nés. Et Pars et Mada, ils étaient ennemis à l'époque, non? Enfin, il a réussi à les réconcilier. C'était des ennemis jurés, non? Avant. Ah ouais? Non, je ne suis pas très bon en histoire. Jurés, je ne sais pas. Peut-être. Bah, les Perses, ouais, c'est quoi les Perses? Les Perses, c'est qui les Mèdes? Les Perses, on connaît. Les Mèdes, c'est qui? Je sais pas. Les Mèdes, je vois un peu de vue. Ouais, c'est à peu près la même chose. Je sais quand on parle en histoire traditionnelle des guerres médiques, c'est les Grecs contre les Perses. Donc Mèdes, ça doit être à peu près le même peuple. Donc tu dis c'est des ennemis jurés. Ouais, c'est possible qu'il y ait une opinion. Ouais, je crois qu'ils faisaient la guerre et lui, il a réussi à les réunir quelque part. C'est ce qui a fait qu'il a un royaume aussi vaste. Avec les années, je pense que vous avez compris, Machita. Vous adorez les détails, moi pas du tout. Moi, les détails qui m'intéressent, c'est ce qu'on ressort du verset. D'accord? C'est-à-dire que du chat, là. Je ne sais pas, où tu vois ça. Où tu vois qu'ils étaient en guerre et qu'ils ont fait la paix, j'ai pas compris. Où tu vois ça? Pourquoi c'est précisé par ces Madaïs? Je ne sais pas pourquoi c'est précisé, mais où pourquoi tu vois... eux et plus que les autres peuples? C'était eux les principaux dirigeants de ce grand empire. Je n'ai pas compris la preuve. Parce qu'on parle de Paras et Madaï, c'est qu'ils étaient en guerre. Ça, c'est du pshat, ça? Non, je dis pourquoi c'est écrit alors. Non, c'est pas du pshat qu'ils étaient en guerre. Non, non. Donc c'est pas du pshat. Pourquoi c'est écrit? Donc c'est pas du pshat ce que tu dis. Donc c'est pas important qu'ils étaient en guerre. Ah, j'essaie de comprendre pourquoi c'est écrit. Ah, c'est écrit parce que c'est vrai. C'est
c'était l'armée de Paras et Madaï, c'est vrai. C'était eux, ouais. C'était eux. C'était Paras et Madaï. Et tu dis, pourquoi on a besoin de parler de Paras et Madaï? Ben pour dire qu'ils n'étaient pas en guerre. C'est parce que tu as une question que la réponse, c'est celle que tu as envie de donner, Nathan. Pourquoi on parle de Paras? Ben, qu'ils n'étaient pas en guerre, c'était les meilleurs amis du monde. Je ne sais pas pourquoi on parle d'eux, d'après le chat. La question reste ouverte, non? Oui, oui, bah, si vous avez une autre réponse, je suis preneur. Hein. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question. C'est pas qu'il y a une autre réponse. Une question, c'est comment ça se fait que, comment dirais-je, que Ahasverosh, il s'est mis en colère quand il a appris que Haman, il voulait faire un décret contre les Juifs. Ça, c'est une question. Parce qu'il a l'air d'être au courant, tout au moins d'avoir permis de faire un décret contre un peuple. Ça, c'est une question. Mais pourquoi on parle de Parasmada? Ce n'est pas une question. Il faut bien qu'on te dise d'où il vient, ce roi-là. Une petite, Ça ne s'appelle pas une question. Et pourquoi il s'appelle Ahasverosh aussi? C'est une question. Et pourquoi c'est 10 000 Kikar Kesef et pas 20 000 aussi? C'est une question. Mais une question. Une question, c'est des choses qui semblent se contredire. Des choses où on sent qu'il y a un problème de logique. Et on ne comprend pas. Pourquoi maintenant il a tué Vashti pour si peu de choses? Qu'est-ce qu'elle a fait vraiment tellement de grave, Vashti, pour qu'il décide de l'éliminer? Ouais. Alors qu'Esther, elle semble avoir fait pire et il ne l'a pas éliminé. Makara. Ça, c'est peut-être des questions parce que tu compares des choses. Là, il s'est comporté comme ça. Ah, là, il s'est comporté différemment. Et pourquoi il y a écrit Paras Madaï? C'est une question? Non. C'est une question. Non, vous comprenez la différence entre une question et une. Non, juste un petit point de. C'est qui parle? Marco, on entend pas mal. On voit que Paras ou Madaï, ça donne 400 Gematria. Comment ça se fait, Marco, que toi, tu as une très mauvaise clita plus que nous? J'ai une question. Vous montrez? Comment? Vas-y, refais-le, voir. Essaie de. Ouais. Non, mais moi, je vous entends bien. Je vous entends bien, mais apparemment, vous n'entendez pas. C'est entrecoupé. Vas-y, retente. Non, je disais que juste un petit point que Paras ou Madaï donne 400 Gematria. Ils ont quoi? 400. 400 la Gematria. Ça donne 400. Paras ou Madaï. C'est génial, ça. Ouais, mais il adore la Gematria. Alors, Paras, tu as repris Madaï, ça fait 400. Pour prévenir Gematria. Et Mordechai, ça fait combien? Tu as dégainé ta calculette, profitons-en. Non, mais on trouve souvent le chiffre 400. Et ça veut dire quoi, le chiffre 400, alors? Et ça, venu avec 400 hommes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Les forces ça tombe bien. Ça tombe bien, moi non plus. Mais ouais, bon, tu peux dire 400, c'est la galoute, puisque Hachem, il a dit à Abraham, tes descendants seront 400 ans en galoute. Ouais. Tu peux dire 400, c'est la galoute. Il y a toutes sortes de chiffres sympathiques dans la Torah, on peut faire des connexions. Mais en tout cas, regardez les amis, je sais que quand on a l'habitude d'étudier avec Gemara, le Midrash, ouais, alors sur chaque mot, on cherche des drachotes. Il faut créer deux cerveaux dans notre tête. Il y a ce qu'on appelle du pshat, c'est-à-dire quel est le sens, quel est le ressenti premier de la lecture du texte sans travailler chaque mot. Le pshat, ce n'est pas un travail de chaque mot. Pourquoi ce mot il est écrit à la place de celui-là? Ce n'est pas du pshat, ça. Pshat, c'est comme les Havdil, on a appris à l'école de l'étude de texte, quoi. C'est-à-dire quel est le ressenti du texte, qu'est-ce que le texte semble vouloir, dans quelle direction le texte semble vouloir nous amener. D'accord? Et il y a Chazal, qu'eux, ils ont une méthode, ouais, héritée essentiellement de Rabbi Akiva, d'être doré chaque mot et la tournure des phrases, pourquoi le verbe il est avant, le verbe il est après, etc. Donc les questions de Chazal, elles sont assez pointilleuses sur les mots, sur la syntaxe, etc. Et les réponses,
elles ne sont pas pointilleuses. Les réponses, en général, ce n'est pas prouver les réponses, c'est souvent une massorette. C'est souvent la question. Et pourquoi ce mot-là et pas ce mot-là? On comprend la question. Ah oui, c'est vrai, on n'aurait pu qu'à écrire ça différemment. Mais la réponse, alors, il vient nous transmettre un certain enseignement que peut-être on n'aurait pas, souvent, on n'aurait pas su sans cette dracha-là. C'est-à-dire, c'est pas Chazal, c'est pas une approche rigoureuse, ouais, étymologique, grammaticale, ouais. Il nous transmet des informations que nous n'avons pas, mais qui est dissimulée dans une certaine tournure de phrase, dans disposition de certains mots. Donc, les phrases, comme elles sont écrites, viennent dissimuler des rémasim, des allusions à des informations cachées qu'on ne peut pas avoir. Ouais. D'où ils ont appris que Achashverosh, il a pris le pouvoir alors qu'il était un va-nu-pied, comme Rabbi Shimon nous a rappelé. Ouais. Alors d'où ils voient ça dans le Rémez, etc. Mais c'est des rémazim, c'est-à-dire. Ce que je veux vous expliquer, c'est que Chazal, ce n'est pas quelque chose que je t'explique, la Gemara, je l'ai perdu, mais je vais tout retrouver par un limoud rigoureux. Non, c'est ma sorette. C'est une transmission, Chazal. C'est pas le pshat, c'est un travail beaucoup plus carré, le pshat. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marloquette dans le pshat, ça veut dire qu'on peut pas avoir plusieurs réponses à une certaine atmosphère générale du chapitre. Non, c'est aussi une richesse d'interprétation dans le pshat, il n'y a pas de problème. Mais en termes de comprendre la question et la réponse dans le pshat, bon, c'est accessible, quoi. Alors que Chazal, ce n'est pas accessible. Et la plupart des informations de Chazal, si on ne m'avait pas dit que Esther elle était mariée avec Mordechai, j'aurais jamais deviné, quoi. On ne m'avait pas dit que, comment dirais-je, que Achashverosh, il avait pris le pouvoir de force. Bon, j'aurais pas su, quoi, qu'il était écuyer, qu'il était serviteur de Mordechai. Comment j'aurais pu savoir un truc pareil? Impossible. Impossible. J'aurais vécu 3000 ans, j'aurais jamais deviné. C'est des transmissions, Chazal. Donc, comme maintenant vous me rapportez Chazal, etc., ouais, et que je viens être pas tellement dans votre sens, c'est que j'ai pas envie de griller les étapes. Pour moi, Chazal, c'est le Hémet. Pour moi, Chazal, c'est vraiment la source de l'imoud rigoureuse, ou ce que Chazal, ils veulent que nous méditions, c'est ce qu'eux, ils ont transmis. Mais il faut méditer aussi au verset avant de méditer à Chazal. Avant de voir ce que Chazal on voulait expliquer, surtout que souvent il y a des marloquettes dans Chazal. Qu'est-ce que le verset dit? Donc je ne viens pas mettre Chazal au second plan. Mais Chazal, ils ont lu le verset avant d'y ajouter des drachot. Il ne faut pas griller les étapes. C'est tout ce que je veux dire. Mais je ne viens pas Chazvé Shalom mettre Chazal au second plan. Ça serait grave de faire une chose pareille, je pense. Très bien. Donc, comme maintenant il a fait un michté à Achashverosh, ouais, Beshnat Shalosh le Molcho, donc on voit que son michté il est lié à son règne. Alors je dis Al-Pipchat, c'est quoi la raison de ce michté-là? Ben, c'est que, on a vu dans le verset précédent que Shevet Amelach Achashverosh Al-Kiseh Malchuto, maintenant il est bien établi sur son trône. Il est bien établi sur son trône. Donc, à la 3e année, il a fait un michté. Donc, c'est pour célébrer, ou bien, comme il a dit Shimon, il a réussi son coup d'État, ouais, ou bien pour célébrer ses conquêtes et qu'il a agrandi l'empire qu'il a reçu de ses parents. Peu importe, en tout cas, il y a une célébration ici, ou plutôt il essaie de renforcer ses acquis. Ouais. Il essaie par ce michté, ça c'est la Gemara qui nous dit, qu'il essaie d'asseoir son pouvoir.
Vous vous rappelez ce qu'elle nous dit, la Gemara, comment il essaie d'asseoir son pouvoir par ce michté? Alors vous vous rappelez de la Gemara qui dit que d'après ses calculs, ça y est, le Beth Amikdash devait être reconstruit puisqu'il n'est pas reconstruit. Alors ça veut dire que ça y est, Hachem, il a abandonné le Ham Israël. Donc maintenant, il n'a plus lieu de crainte d'une revanche des Juifs. Il va pouvoir établir son empire universel sans être inquiété par toute une intervention divine qui risquerait de le punir pour son comportement envers les Juifs ou de dominer leur pays, je ne sais quoi encore. Donc il serait, la Gemara que vous m'avez rapporté, il se serait donc réjoui d'après un certain calcul que ça y est, le Dieu des Juifs ne va plus intervenir dans l'histoire du monde. Baruch Hashem. Je ne sais pas s'il a dit Baruch Hashem. Mais la Gemara, elle dit autre chose aussi. Elle ne dit pas que ça. La Gemara, elle demande pourquoi il a fait 2 michtés. Vous vous rappelez ou pas pourquoi la Gemara dit pourquoi il a fait 2 michtés? Est-ce que vous vous rappelez quand même? C'était pour, je crois, Moshe, pour les notables et après pour le petit peuple. Il vient d'où le petit peuple? Pour ceux qui habitaient à Suse. Un pour Esther et un pour... Non, il a raison, je crois, les Susiens. Esther, elle n'existe pas encore là. Esther, les habitants de Suse. Elle est encore dans le salon de maquillage. Là, elle n'est pas encore entrée sur scène, Esther. Là. Le deuxième Michelet, c'était pour les habitants de Suse. Exactement. Les inusables. Alors, tu vois ici, une seconde. Ah, oui. Attends. Alors, Cham, c'est quoi Cham? Midrash Rabbin. Voilà. j'ai pas compris. Et les 2 michtés, c'est un pour qui et un pour les habitants de quoi? Bah, tu as une Megillat Esther devant toi ou pas? Non, je suis en voiture, je suis en train de conduire. Ah ouais? Ah oui? Comment tu fais ça? Comment tu peux avoir une Megillat Esther et conduire en même temps? C'est terrible. Bah parce que elle est bien roulée. Razak. Donc, dans la Megillat Esther, il y a écrit qu'il a fait d'abord pour les nobles, ouais, l'école Sarah, Vabadav, Chel, Paras, Umadaï, les armées de Perse et de Mède, à part Temim, les nobles, les Saréa Médinot, les ministres, les gouverneurs des provinces, ouais, les Fanav, donc devant lui, ça c'est le premier Mishneh. Il a duré combien de temps ce premier Mishneh, Jonathan, tu te rappelles ou pas? À peu près une demi-année, 6 mois. En un jour, oui. 180 jours. 180 jours. Et le Mishneh qu'il a fait pour toute la population de Suse? 7. Zak ou Baruch? Zak. Donc, il a fait donc un grand festin pour les grandes personnalités et un petit festin pour le peuple, quoi. Nous, on était dans le premier ou dans le deuxième? Je sais pas. D'après toi? C'est en plus. Ceux de Shoshan, ils étaient aussi dans le premier. Non, mais tu as raison, Shimon, mais j'essaye d'investir Yedidia. Bonne réponse, Shimon. On a dit tout à l'heure qu'Aniré n'était pas connecté encore. Ouais. On était où? Dans le premier ou dans le deuxième? D'après toi? Dans le deuxième. Oui, voilà, très bien, tu as la réponse. C'était les Juifs de Suse qui étaient au deuxième, qui sont venus au Michté. Ce n'est pas les Juifs de l'Empire, c'est uniquement les Juifs de Suse. Uniquement les Juifs de Suse. Pourquoi? C'est pourquoi? Il n'y a pas marqué dans la Megillah, c'est uniquement les Juifs. Il n'y a pas marqué. Il me pose une question du Midrash et je réponds ce qui est du Midrash.
Il n'y a rien écrit dans la Megillah. J'ai commencé le cours sur cette question de Maître Baruch dans la Megillah. On ne sait pas que les Juifs, Birkla, ils ont participé. Ouais. Mais comme il y a marqué qu'il a invité tous les habitements de Suse, Migadol, Vat Katan, alors on peut imaginer, ouais, ou bien qu'ils aient refusé. Ils ont peut-être refusé. Mais en tout cas, s'ils n'ont pas refusé, il y avait les Juifs là-bas. Dans les deux. Dans les deux, on peut dire aussi qu'ils n'ont pas refusé. S'il y avait les Juifs dans le Michté, c'est dans le deuxième, parce que dans le premier, il a invité les nobles. Et dans le deuxième, il a invité tous les habitants de Suse, comme on va voir dans le verset qui suit. Ouais. Donc, pourquoi il ne peut pas avoir des nobles de Juifs? Je ne comprends pas. Non, il n'y a pas de nobles juifs. Pourquoi c'est interdit? C'est pas interdit. Daniel, c'était pas un noble? Non. C'est pas un noble, c'était pas un noble, mais c'était effectivement un serviteur du roi, ouais. C'était un serviteur du roi. Mais ce qu'on est en train de parler, que les Juifs ont participé au festin et Mordechai s'est opposé, on parle des Juifs dessus, c'est tout. C'est ça qu'on parle, quoi. C'est-à-dire. Dans la Megillat Esther, il n'y a pas écrit, de toute façon, que les Juifs ont participé. Ah, il n'y a pas écrit, ok. Non, j'ai répondu à sa question, Jimon. Il m'a demandé, nous, c'est-à-dire lui, il a un paramètre, il n'a pas encore compris c'est quoi le pshat, donc je vais répondre à ces questions de Midrash. Ouais. Nous, donc, ce que les conférenciers racontent, ce que les conférenciers nous rapportent, les drashot de Chazal, ouais, que les Juifs, ils ont participé à cause de ça, truc. Alors, c'était quand? Parce qu'il a comme information, comme connaissance, c'était quand? C'est dans le deuxième Michté. Alors, où c'est écrit dans le chat? C'est pas écrit dans le chat. Bien sûr que c'est pas écrit dans le chat. C'est pas du tout écrit. Mais comme il y a marqué, on est dans le pasouk, voilà. Ou vimlot ayamim, aele asa ameler lechol ha'am, animtsaim beshushan abira, lemi gadol vat katan, mishte shivat yamim bechatzer ginat bitad ameler. On peut très bien imaginer, quand il y a marqué les Chol-Ha'am, ouais, ça peut inclure les Juifs qui vivaient à Shushan, puisqu'on sait que Mordechai était à Shushan et que les Juifs de Shushan, ils ont jeûné, etc. Donc les Chol-Ha'am, sans, comment dirais-je, tirer les cheveux du Pshat, ouais, couper les cheveux en quatre, on peut imaginer que les Juifs de Shushan également ont participé. C'est pas tiré par les cheveux de dire qu'ils ont participé. Il y a marqué les Chol-Ha'am, Anim Saïm Shushan Abira. Ouais. Vous suivez ou pas? Okay. À moins de dire que Bira, c'est le donjon. Il y a une opinion comme ça dans les Vénézra. Donc, ce ne serait pas forcément toute la populace de la grande ville. Il y a Jérusalem, le grand Jérusalem et la vieille ville. Ouais, la ville entourée d'enceintes. Et alors, il y a une opinion que Shushan Abira, c'est celle qui est entourée d'enceintes et les Juifs seraient peut-être en banlieue. Ouais. Mais ce n'est pas d'après Chazal. D'après Chazal, Shushan Abira, c'est-à-dire la capitale, et ça inclut tous les habitants, donc aussi les Juifs. D'accord? Et quand on dit les Chol Ha'am Anim Tsaim B'Shushan Abira, dès là, on peut comprendre que l'information de Chazal, qui n'est pas très loin du Pshat, ouais, c'est pas prouvé, mais a priori, si tu dis les Chol Ha'am, alors c'est tout le monde. Ouais. Et puisqu'on voit dans la Suif qu'il y avait des Juifs à Shushan, donc les Juifs, ils ont dû y participer. C'est pas très loin de dire ça, le Pshat, d'accord? D'accord. Alors, il dit, Rav Shmuel Chadamar, je vous ai rapporté la Gemara ici, Chadamar Meler Piker Haya, chez Gdim Arechokim, les Bnei Hiro, des Bnei Hiro, Kolemat, chez Irtse, et Faïsam. Donc, il était Chacham. Et Marlet Rav Shmuel, est-ce qu'il était Chacham ou pas, Achashverosh? Première opinion, il était Chacham, Pikar, parce que pour pouvoir maintenant bien asseoir son pouvoir, il est venu dans un premier temps essayer d'amadouer. Et dans un premier temps, il a essayé d'amadouer ceux qui étaient plus difficiles d'accès, les plus lointains. Parce que ceux de sa ville, il peut facilement les amadouer. Il peut facilement leur faire des cadeaux et les soumettre à sa volonté. Facilement, il peut le faire. Donc, commençons d'abord par ce qui est plus dur. Donc, d'abord, il a fait un premier michté pour les lointains et après un deuxième michté pour les proches, les gens de sa ville. Vechadamar, mais l'air tipèche, aya. Et non, au contraire, Ourav ou Shmuel, ils ont dit qu'il était tipèche des Ibaïlé,
les Karev Bneiro Berecha. Il aurait dû d'abord vouloir s'amadouer les gens de sa ville, Deimar Doubenar, Ane avec Aimé Baadé. Parce que s'il y a une rébellion, ouais, alors c'est beaucoup plus dangereux la rébellion qui vient de Shushan qu'il vient de l'extérieur. Ouais, beaucoup plus dangereux. Donc il y a une marloquette Rav Shmuel. Parce qu'en termes de stratégie politique, donc on voit ici dans cette marloquette-là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que vous ne pouvez pas uniquement dire de la Gemara que tout ce michté, il n'était uniquement que pour célébrer son calcul du Beth Amikdash qui n'a pas été reconstruit. C'est la Gemara qui dit ça, ce que vous avez rapporté tout à l'heure. Et qui dit que... Mais je dis, on voit dans la Gemara qu'il y a un autre Eshbon. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que cette notion de célébrer l'abandon divin de l'histoire des hommes. Non, ce n'est pas que ça. Parce qu'on voit ici qu'il y a une marloquette de Rav Shmuel. Est-ce que maintenant il a une bonne stratégie politique d'inviter d'abord les loin avant les proches ou pas? Donc on voit qu'il y avait un enjeu également. Ça se trouve, ils ont participé aux demi-jetés, hein, les habitants de Suse. Pourquoi tu es en sujet, Jonathan? Je n'ai pas compris. Pourquoi on part de la théorie qu'ils n'étaient pas au premier Tu es en retard là, d'un sujet, Jonathan. Je ne suis plus en train de parler est-ce que les Juifs de Suse étaient omichtés ou pas. Non, je parle des habitants de Suse. Je ne parle pas forcément des Juifs. Je suis en train de développer un autre sujet. C'est dans le sujet A que j'ai déjà terminé. Maintenant, je suis dans le sujet B. Pour quelle raison il a fait ce michté? Et là, Pitom, tu me parles des Juifs de Suse, d'habitants de Suse. Ouais, je suis dans le sujet B. Pour quelle raison il a fait le michté? Vous m'avez rapporté, à juste titre, qu'après avoir calculé, d'après les versets de Irmia, de Daniel, etc., à quel moment Hachem devrait intervenir pour libérer son peuple. D'après ces calculs, ça tombait à une certaine date de 70 ans et qu'il ne s'était rien passé, donc il a voulu célébrer la chose en faisant ce michté. C'est ce que vous m'avez rapporté au nom de l'Agma. C'est ce que je suis en train de développer, Jonathan, donc je ne vois pas pourquoi tu parles maintenant des Juifs de Suse, c'est pas ça le sujet. C'est quel que soit le michté qu'il a fait, pourquoi il l'a fait. Et alors je viens prouver de la Gemara, Megillah Yudbet Amoudalef, on voit que la Gemara elle-même qui a rapporté l'enjeu de la prophétie qui ne s'est pas matérialisée d'après ses calculs, qu'on voit qu'il avait d'autres motivations quand il a fait le michté. C'était une stratégie politique pour renforcer son pouvoir, pour éviter un coup d'État qui porterait atteinte à sa vie ou à son pouvoir. Ouais. Donc on voit que ce n'est pas qu'un problème de « ça y est, le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit ». C'est de ça que je suis en train de traiter. Sur ça, tu n'as pas de question, Nathan. C'est magnifique. Est-ce que vous comprenez la preuve que je suis en train de vous développer? Qu'on voit que d'après le Pshat, je vous ai expliqué que le michté, c'était une initiative politique, et j'ai dit que même Chazal, qui a rapporté l'histoire du calcul du Beth Amikdash, est d'accord qu'il y avait une stratégie politique dans ce michté. Vous me suivez ou pas? Donc, ce n'est pas que du Pshat que le michté est venu répondre à un travail méticuleux de Achashverosh de bien asseoir son pouvoir et d'éviter qu'il y ait un malheureux retournement de situation. Maintenant, si je veux essayer de comprendre ces deux enseignements qui sont écrits les deux dans la Gemara, je dis alors quoi? Alors c'est pour les deux raisons. Comment les deux raisons s'arrangent? Ouais. On peut répondre, ce n'est pas une contradiction, c'est-à-dire déjà une réponse toute simple. Moi je vous pose la question, comment on peut concilier les deux enseignements? Il y a un enseignement qui me dit que le michté, il est pour célébrer la non-réalisation de la date de la prophétie de la reconstruction du temple. Et on voit ici que le michté, il répondait aussi à une volonté d'asseoir son pouvoir et d'éviter un coup d'État malheureux. Comment on arrive à concilier ces deux enseignements qui tous deux ont pour origine la Gemara? Je vous écoute. Je n'ai pas compris. C'était une menace aussi, les 70 Je répète la question. On a deux Gemarotes qui semblent se contredire. Une Gemara qui dit que le michté, il a fait ce michté-là pour célébrer le fait que la prophétie
de Daniel ne s'est pas matérialisé après 70 ans, donc Hachem ne viendra plus libérer les Juifs. Première raison de faire le Mishté. On voit dans cette Mara Yudbet Amoud Aleph, la raison, non, c'est pour pouvoir amadouer son peuple et qu'il n'y ait pas de coup d'État. Donc c'est pour ça ou c'est pour ça? Ça semble se contredire, ces deux marottes. En effet. Ça peut être les deux ensemble. Si gamme de gamme. Hein. Une menace qui est écartée, il s'occupe des autres menaces aussi. Il a écarté une menace, maintenant il faut qu'il règle les autres problèmes. C'est Guy Boule Michté. On a une première réponse. Une seconde avant d'écouter les autres réponses, je vais répéter la réponse de Maître Baruch. Et s'il me permet, je vais essayer d'y ajouter des éléments. Il dit, Achashverosh, lui maintenant, il veut être roi de son empire. Ouais. Maintenant, il est rassuré que Dieu ne va pas se mêler de sa monarchie, parce que maintenant, la prophétie des Juifs ne s'est pas réalisée d'après ses calculs. Donc, il est rassuré que Dieu ne va pas se mêler. Alors, puisque Dieu ne va pas se mêler, c'est lui qui va devoir maintenant établir son pouvoir. Ouais. Et Dieu n'est plus dans le coup, d'après lui, bien sûr. Et donc maintenant, moi, je vais essayer maintenant de tout faire pour que mon pouvoir perdure. J'ai plus la prophétie qui m'embête. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai maintenant la difficulté de tout roi de maintenir son pouvoir. D'accord? Un roi, il peut perdre le pouvoir par un coup d'État. Donc on voit que les deux, d'après ce que nous dit Maître Baruch, en vérité, les deux, c'est politique. C'est qu'en vérité, il avait peur pour sa couronne lorsqu'il y a eu la prophétie qu'Hachem allait intervenir. Donc, ce n'est pas un antisémite comme Aman qui veut détruire l'âme Israël parce que c'est le peuple élu qui vient maintenant porter le flambeau de la vérité, du monothéisme, de la moralité. Non, le peuple juif est un peuple qui a un pouvoir particulier dans le monde parce c'est le protégé d'une certaine divinité toute puissante qui a traumatisé les nations au cours des siècles. Donc lui maintenant qui veut établir un règne universel sur le monde, un peu comme tous les fous, comme Alexandre, comme Napoléon, comme Marchémo, Adolphe, de dominer le monde entier. Alors, dominer le monde entier, ce n'est pas possible, puisque Dieu, il a promis à Israël de leur rendre leur pouvoir, leur Beth Amikdash. Donc, il y aura une certaine partie de son empire qui va lui échapper. Et en plus, si maintenant la Géoula elle revient pour les Juifs, il y a même que c'est eux qui vont gouverner le monde entier. Si c'est la Géoula à Atida. Donc, c'est les concurrents directs des Juifs. De tout empereur fou qui veut gouverner le monde entier. D'accord? Donc, après d'être assuré que le règne universel promis à Israël ne serait vu selon ses calculs des prophéties juives, donc il est rassuré, Dieu n'est plus dans le coup. Alors maintenant, à moi maintenant de gérer ce que j'ai pour que ça perdure. Ça, c'est la réponse de Maître Baruch. Est-ce que vous l'avez compris? Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Très bien. Et Marloquette, les 7 jours, Rav Shmuel, Chadamar Shiva Chutz Mimea Veshmonim, Chadamar Shiva Imea Veshmonim. Est-ce que c'est 7 jours en plus des 180 ou c'est 7 jours parmi les 180? Vous comprenez ou pas? Selon le chat, c'est après. Le chat, c'est après. D'après le pshat, c'est marqué donc Shmonim, donc il est marqué. Ou Bimlot, Ayamim Aele, ils se sont remplis ces jours-là. Comment on peut comprendre ce drache? Il semble s'opposer au pshat, nous demande Rabbi Shimon. À la fin des 180 jours.
Pourquoi il y a une marloquette? Alors, il explique le Tam Torah Mima, hein, comment on lit Uvimlot. Uvimlot. Est-ce que le Vav, est-ce qu'il y a un Vav ou pas? Malectif chez la vache. Est-ce que c'est le cri ou le ktiv? Il y a un cri et un ktiv. C'est quoi? Attends, comment c'est écrit? Une seconde. Comment c'est écrit? Je vais ramener une Megillah en claf. Je vais ramener une Megillah en claf. Une seconde. Où est-ce que j'ai ça? Quelqu'un a une Megillah en claf? C'est dommage, dans mon livre, de ne pas ramener le cri et le ktiv. Oui, qu'est-ce qui se passe? Il ne s'est pas connecté. Attendez, j'ai un petit problème technique. Je l'ai. Alors. Voilà. Excusez-moi, on recommence. Alors. Comment je fais? Pourquoi il ne veut pas se fermer? Fermer la fenêtre. Ça ne marche pas. J'ai un petit bug. Des choses qui arrivent. Alors, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Voilà. Pof. Voilà. Alors. Voilà. Comment on tombe sur Megillat Esther? Où la Megillat Esther? C'est où la Megillat Esther? C'est à la fin. J'ai pris bien entendu Tikkun Korim de Ishmatzliar, parce que sinon David il aurait fait un sitting. J'évite ce genre de réaction violente. Alors où ils ont mis le Megillat Esther? Ah voilà, je l'ai. Je l'ai. Alors voir comment c'est écrit dans le texte. Dans le Kelaf. Alors, Uvimlot. Je ne vous ai pas fait partage écran, excusez-moi. Voilà. Rien. C'est la même chose. C'est quoi cette voix? Ça, je ne me rappelle pas qu'il y a une différence. Uvimlot ayamim. Uvimlot ayamim. C'est exactement ça. Il est là le verbe. C'est pas le problème. Malective. Comment ça marche? Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Reprenons le Torah Mima. Qu'est-ce qu'il dit? Reprenons le Torah Mima. Il est où? Il est où? Il est où? Il s'est fermé ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? On arrive aujourd'hui. Alors, ça, on va le fermer. Enfin, on peut le laisser ouvert à la limite. Voilà. Il est où? Il est là. Pourquoi il ne me le donne pas? Je ne sais pas. Alors, on va refermer le partage d'écran. Voilà, nouveau partage. Oh, il est lourd. Ah, voilà. Très bien. Tam pluktatam be'akeri ve'aktiv. Mimilat uvimlot qui akeri uvimlot ve'aktiv. Ah oui. Je sais pas, il n'y a pas ça dans notre Megillah. C'est bizarre. Dans la Megillah de Ishmatzliar, je ne vois pas ce Tikkun Korim. Ouais. Est-ce que le Vav, il est avant le Aleph ou il est après le Aleph?
Uma d'amar shiva chutz mi kufpe akri uvimlod einu lachar akufpe asaot sheva yamim. Uma d'amar shiva im kufpe darish aktiv kshehigia les sheva yamim. Ah, quand on arrive aux 7 jours qui vont compléter les 180. Je ne vois pas comment ça. Uve uvimlo at ayamim asa. Ouais, je sais pas. Al-Pipchat, j'arrive pas à le lire. Al-Pipchat, j'arrive pas à lire, mais. Ouais. Je sais pas. Al-Pipchat, j'arrive pas à lire. Al-Pipchat, c'est comme il a dit Shimon, ouais, que quand se sont terminés 180 jours, alors il a fait un deuxième Mishté. Mais Chazal, ils font, enfin, il m'a regardé Rav Shmuel, est-ce que quand on lit au Vimlot, c'est-à-dire que quand se sont terminés ces jours-là, ouais, donc c'est-à-dire après 180, il y a eu encore 7 jours, ou bien non, il dit chez Igou les Sheva Yamim, ou Vimlot. Non, je n'arrive pas à lire. Désolé. Non, je comprends ce qu'il veut dire. Il veut dire, à la fin de ces 180 jours, il y avait 7 jours. Mais c'est à la fin, ça veut dire, c'est ça qui a fermé les 180 jours. Ouais. Ouais. Il a fait. Non, c'est comme ça qu'il dit, Razak, Shimon. Maintenant, si on s'arrête à cette maroquette de minutes, ouais, je ne sais pas exactement ce qu'il veut nous apprendre à Shmuel. C'est-à-dire, à Shmuel, ils ne sont pas là pour me faire de l'histoire. Ouais. En général, c'est pour m'apprendre des idées, quoi, des enseignements. Ouais. Mazé Méchané, que ça durait 180 ou 187. Mazé Méchané. Mazé Méchané, que c'est 180. Je peux te demander, tout à l'heure, je vais te poser une question. Peut-être ça peut être dedans, là, maintenant. Pourquoi, quand on a posé la question d'avant, celle d'avant, on ne peut pas faire le rapprochement avec Sukkot? Qu'on dit une fois qu'il y avait les Sheva Yamim Sukkot, avec les Hamim, Akadosh Baruch Hu amar le'am Yisrael, lo, al tilchu, shmini atzeret, atem tisharu rak iti. C'est parti d'un ensemble, tu dis. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire, pourquoi on pourrait pas dire est-ce que c'est deux projets différents? Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce que c'est si tu dis qu'il y a 180 et 7, c'est deux projets différents? Ou non, c'est la fin du projet. Comme ça, tu veux expliquer? D'accord. Très, très beau. Ouais, j'entends, c'est intéressant. Donc, je vais poser cette question au départ, quand il y avait une marloquette, et on avait dit, est-ce que c'est politique ou pas? Est-ce que c'est bien qu'il fasse ça ou c'est pas bien? Il aurait dû faire d'abord Shushan avant et selon le Midrash qui dit d'abord on fait pour les Shivim en Homot, et après, une fois qu'on a fini avec eux, alors on fait pour Am Israël. Ah. Tu dis que quand il a invité tout Shushan, alors là, c'est pas comme la Gemara, parce que la Gemara ne dit pas, c'est pas par rapport à Israël. La Gemara dit deux dehors. Non, pourquoi? Pourquoi il a fait deuxième Mishté, ouais? Alors, c'est comme Shmini Atzeret. Atzeret. Je donne deux explications pour que faire. Une seconde. La Gemara, on a vu la plus haut, la Gemara, une marloquette Rav Shmuel également. Ouais. Pourquoi maintenant il a fait. Est-ce qu'il était Chacham, est-ce qu'il était Picard ou Tipèche? D'accord. Il dit d'abord, tu fais pour ceux qui sont loin, après ceux qui sont proches. Donc, parce que ceux qui sont proches, tu peux vite les amadouer. C'est le premier opinion qui était Picard. Deuxième opinion était Tipèche. S'il y a une rébellion, c'est plus grave quand c'est dans ta ville qu'à l'extérieur. Donc, tu aurais dû d'abord faire dans ta ville et après faire vers l'extérieur. Mais dans aucune des deux opinions, on voit que c'est le Ham Israël qui est en jeu ici. Et je ne sais pas combien il craignait une rébellion. Non, bli Ham Israël. Non, bli Ham Israël. כדוגמה ששבעה ימים של פסוקות עבור הרחוקים, והיום השמיני עבור הקרוב, עם ישראל, הקרוב לקדוש ברוך הוא. Donc c'était la première déa que tu as dit. Non, mais qu'est-ce que ça prend en expliquant comme ça? Qu'est-ce que ça prend? J'ai compris ton parallèle, mais qu'est-ce que tu vas apprendre ici? La première déa, מי שאומר הדעה הראשונה, יש יותר על מה להחזיק.
Il a de plus à s'attraper, celui qui dit la première DA, qu'il a bien fait, qu'il a fait d'abord les Chokim, après il a fait les Krovim. כדוגמת שמיני עצרת. ואז השאלה נשארת על השני, שאומר לא, היה צריך להיות selon la rébellion, qu'il faut mieux qu'il amadoué les proches de Shoshan, et il aurait dû faire d'abord Shoshan et après faire les autres. Au contraire, quand il fait Shoshan en dernier, ça montre mieux ses chouchous, quoi. Comme Shmini Atzeret. Ah, c'est chouchou. C'est comme Shmini Atzeret. Shushan et la chouchou. Nous, on est les chouchous d'Akadosh Baruch Hu. Non, je veux bien être ton parallèle, mais en quoi c'est lié au sujet de la Megillat Esther? Non, mais dans la Megillah. Tu es d'accord que la raison pour laquelle... De la même manière que ce qu'on a eu avec l'histoire de כתב. הגברים תיקחו את כל האותיות, אני רוצה רק כתב. למה? אם את ככה כתב זה, תביא, תלך, תבוא, תרים, תוציא, תנקה, תשטוף. Oui, c'est bon, j'ai neutralisé. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, donc j'ai pas, peut-être je suis pas concentré, j'ai pas bien compris ce que tu as dit, Rabbi Shimon. Non, il y avait l'histoire de Mloat. Mloat. Si on a dit qu'on a compris qu'il veut dire dans les 180, eh ben, je vous ai gardé vous les derniers, vous mes chouchous, ceux de Shushan, je vous protège. On parle pas des chouchous, on parle de Shushan. Oui, les chouchous de Shushan. Je sais pas, je comprends pas. Tu veux faire un remède? J'ai pas compris. C'est un remède? Non, c'est toi qui as voulu faire le remède. J'ai continué ton remède à toi. Faire une comparaison entre la façon dont Hachem il fait Soukot avec Soukot et. Mais c'est un remède par rapport à Soukot, j'ai pas compris. C'est ça que tu veux faire, un remède par rapport à Soukot? Ouais. Ah. Ouais. Alors si tu fais un remède avec Soukot, faut justifier. Pourquoi ici? Qu'est-ce que Pourim nous apprend sur Soukot? Qu'est-ce que si Achashverosh nous apprend? Je sais pas, je comprends pas bien le. Mais si, on a dit que Shmini Atzeret, Akadosh Baruch Hu, il dit à ses proches, à Am Israël, vous ne retournez pas chez vous encore. Eux, ils peuvent rentrer chez eux, mais vous, je vous garde parce que je m'inquiète de vous. Alors, vous restez avec moi pour que je fête avec vous encore un jour ensemble. Il y a quand même une grande différence, c'est que durant les 7 jours de Sukkot, il y avait les 70 nations, mais il y avait aussi le Am Israël. Et il dit restez. Alors que Shushan, ils sont venus que à la fin. Au début, il n'y avait que la partie. C'est pour montrer que comme ça, on pourrait comprendre qu'aussi qu'ils étaient dans les. Avec moi. Non, c'est pas rester avec moi. C'est venez-vous maintenant. Venez-vous après les autres. Et c'est moins kavod, justement. S'ils étaient là depuis le début de Sukkot, on et qu'ils restaient avec moi, j'aurais pu comprendre le remède. S'ils étaient là depuis le début, ils disent non, restez encore 7 jours, j'aurais pu comprendre le remède. Mais là, ce n'est pas le cas. Ils n'étaient pas là depuis le début. Il dit, mais non, justement, c'est la marquette Rav Shmuel. Il dit, c'est Tipesh ce qu'il a fait. Parce qu'il les met au second plan, ceux-là. Alors que eux, leur rébellion, elle est beaucoup plus dangereuse. Mais il les a mis au second plan. Il leur a donné du kavod qu'à la fin. Alors que par rapport à l'histoire de Shmini Atzeret, on était avec la nation pendant 7 jours. C'est la même idée quand on t'apporte. Alors qu'on y était déjà. Alors que là, je ne pense pas que le parallèle soit juste. Puisque dis-moi, quand on t'apporte une tranche de gâteau, tu laisses le bon morceau à la fin. Les amis au premier plan, parce que... Comment? On voit qu'il a sorti tout le faste, donc on ne peut pas dire qu'il les a mis. On voit qu'il a sorti tout le faste, que ça s'est passé dans la cour du palais et avec Elim en or et tout ça, donc on ne peut pas dire qu'il est mis en second plan. Et avant, non? Avant, il y avait moins. Et avant, non? Mais pourquoi pas l'exemple du gâteau? Pourquoi pas l'exemple du gâteau? Quand tu as un bon gâteau et tu as un petit morceau qui te plaît plus, tu veux le laisser à la fin pour finir avec lui à la fin. Shimon, moi, regarde, si on commence avec Chazal, il ne faut pas oublier Chazal. Chazal présente que l'invitation des Juifs,
L'invitation de la ville de Shushan à la fin, c'est un zilzoul. Pourquoi? Parce qu'il dit quoi? Une seconde. Une seconde. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Il m'a dit Il n'y a pas de marloquette. La marloquette, laisse-moi parler. La marloquette, Shimon, laisse-moi parler. La marloquette, elle est, est-ce qu'il faut mettre en avant ceux qui sont loin? Ouais. Est-ce que maintenant, lui, il a mis en avant ceux qui étaient loin avant. Yedidia, s'il te plaît, fais attention avec ton micro. Yedidia, tu nous déranges. Il n'y a pas de marloquette sur le fait qu'il a mis au second plan Shushan. La marloquette, est-ce qu'il était chacham ou tipèche d'avoir fait ça? Il n'y a pas de marloquette qu'il a mis au second plan Shushan. Il a été Mezalzel dans Shushan. Il n'y a pas de marloquette dans ça. Maintenant, il y a une opinion qui dit qu'il était chacham parce que Shushan, il pourra les amadouer quand il voudra. Donc, il a eu raison de d'abord favoriser ceux qui étaient loin. Deuxième opinion, oui, d'accord, mais s'il y a une rébellion, Shushan, ceux qui sont les plus dangereux, pourquoi tu les as mis au second plan? Mais il n'y a pas une marloquette qui les a mis au second plan. La question est de savoir est-ce que c'était chacham ou tipèche de mettre au second plan Shushan. On n'a pas une marloquette dans ça. Je ne comprends pas. Si on dit que il était lo chacham ou tipèche, je te mérite c'est adéachnia. Tu comprends pas? Je répète encore une fois, il n'y a pas de marloquette entre Rav et Shmuel qu'il a mis au second plan Shushan. La question est de savoir est-ce que c'était bien ou c'était pas bien. Première opinion, c'était bien de Shushan. Mais c'est pourquoi on ne pourrait pas dire la même chose avec Shmini Atzeret? Mettre Shmini Atzeret en second plan, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? On ne met pas au second plan. On ne met pas au second plan les Juifs. On dit vous étiez avec nous. Vous étiez avec nous depuis le début et restez encore. Mais pas on vous invite à la fin. C'est pas vrai. Ils étaient là pendant Sukkot, les Juifs. Mais il y avait aussi, il paraît, Achag. Il dit non seulement vous étiez là, mais j'aimerais que vous restiez un jour supplémentaire. Le jour supplémentaire. Le jour supplémentaire. Mais là, ce n'est pas un jour supplémentaire. Ils ont été mis au second plan, ils ont été invités. Non, mais j'essaie de comprendre ce que tu essaies de dire, ce que tu as appris dans la Gemara. Comme un manque de kavod, la Gemara, elle présente le fait d'avoir mis les Juifs de Shushan au second plan. Pas les Juifs, pardon. Le mettre la ville de Shushan au second plan, c'est un manque de kavod, aux dépens des lointains où on leur a donné plus de kavod. Est-ce que d'avoir donné plus de kavod aux lointains qu'aux proches, c'était chacham ou tipèche? Mais on a donné moins de kavod aux gens de Shushan. Il n'y a pas de marloquette sur ça. Donc, c'est difficile de comparer. Mais je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Akadosh Baruch Hu, au contraire, Akadosh Baruch Hu, il a invité toutes les nations et avec les Juifs. Et dit, donc il n'a pas donné moins de kavod parce qu'ils étaient également invités pendant 7 jours. Et le dernier jour, il est resté encore un jour. C'est tout. Je suis désolé, Shimon, j'ai du mal à comprendre. Non, je ne comprends pas. Je suis désolé, je ne comprends pas. Non, mais pourquoi on ne pose pas la même question dans ce cas-là? Pourquoi Shmini Atzeret, ce n'était pas le premier jour? Qu'est-ce que c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il a laissé le dernier jour? Ce n'est pas un manque de kavod pour Am Israël qu'il il leur a dit rien que pour le dernier jour. Je ne veux pas rentrer dans le sujet de Shmini Atzeret. C'est toi qui es rentré dedans. Non. C'est toi qui es rentré dedans. Non, j'essaie de faire un parallèle. Et je te dis juste qu'il n'y a pas de parallèle. C'est tout. Parce que la Shmini Atzeret, c'est rester un jour de plus. Et Shushan, c'est venez uniquement à la fin. C'est comme tu as un mariage, il y a le repas, et il y a les Bachur et Shiva qu'on invite uniquement à la fin. Mais la famille, elle reste aussi pour les danses. Donc, ce n'est pas un kavod invité uniquement à la fin du mariage. Je n'ai pas compris. Tu as dit les Rashi et Shiva, ils arrivent à la fin, tu m'as dit. Non, les Bachuri et Shiva, ils arrivent à la fin. Rashi Shiva, c'est lui qui fait la choupa, c'est lui qui est au début, qui est dans le repas. Ouais. À la fin, qu'on invite à la fin et pas au début, la Gemara, c'est pas moi, la Gemara présente ça comme étant un moins grand kavod. Est-ce qu'il a eu raison de donner moins de kavod à Shushan par rapport à ceux qui sont loin? C'est une marloquette. En tout cas, il a donné moins de kavod à Shushan. Donc, on ne va pas dire que Shmini Atzeret, Hachem va donner moins de kavod à Israël. Donc, je te dis, je ne veux pas parler de Shmini Atzeret parce que ce n'est pas le sujet, parce que d'après moi, il n'y a pas de parallèle. Pourquoi il n'y a pas de parallèle? Parce que Shmini Atzeret, alors que les Juifs étaient déjà à la table du roi, Hachem il dit restez encore un jour. Et Shushan,
ils n'étaient pas à la table du roi, venaient après les autres. Donc, il n'y a pas de parallèle. C'est tout ce que je veux dire. Maintenant, après, rentrer dans Shemot Atzeret, pourquoi ce n'est pas le premier? Je ne rentre pas dans ça, je dis qu'il n'y a pas de parallèle. Donc, j'ai pas besoin d'être. Je comprends pas pourquoi Shushan, il y avait aussi des non-juifs à Shushan. Ils étaient aussi pendant le reste des 180 jours. Je n'ai pas compris ce que tu dis là. Non, ils n'étaient pas. Regarde, Rav, je peux poser une question? Ils n'étaient pas. On voit de la Gemara qu'ils n'étaient pas. On voit de la Gemara qu'il a mis, Shushan. Je suis en train de parler, Yedidia. Je suis en train de parler, un instant. Donc, on voit dans la Gemara qu'il n'a pas donné du kavod au Shushan. Il les a mis au second plan. Tu me dis d'où ils savent. Je peux essayer de réfléchir d'où ils savent. Mais tu as commencé à réfléchir à la marloquette Rav Shmuel par rapport aux 180 jours, qui est de Chazal, donc qui n'est pas du Pshat. Et donc, nous, on est en train de réfléchir à Chazal. Et Chazal, on voit qu'on a présenté, Chazal, autant Rav que Shmuel a présenté, que le Shushan était mis au second plan et il risquerait donc une certaine rébellion. Donc, qui me dit qu'il n'a pas invité aussi les gens de Shushan au premier festin? Rav et Shmuel me le disent. Parce qu'il risque la rébellion de Shushan puisqu'il les a mis au second plan. Hazak, les amis, je suis désolé, j'ai un chiour là qui est enchaîné. Ah, mais juste une question, Rav. Juste une question. Alors, je m'engage à ne pas y répondre, mais pose-la quand même. Je n'ai pas le temps de répondre. Bon, c'est pas grave. Alors, alors, appelle-moi à 11h. Appelle-moi à 11h10. J'essaierai de בעזרת השם בלי נדר, תצליח. בסדר. חזק ידידיה. כל טוב, שגיא. השם ישמור אתכם. D'accord. Allez, à demain. Voilà. Mais non,